le clairon. Chers amis, je suis encore là pour la douceur de vos oreilles ce matin et pour ceux qui regardent bien entendu cette matinale sur YouTube, sur Twitter et sur les autres réseaux. Et on va parler ce matin de la guerre en Ukraine parce qu'apparemment on n'en parle plus. Je ne sais pas ce qui se passe. Elle s'est peut-être arrêtée, mais on va tout savoir avec Anne-Laure Bonnel, journaliste, reporter, réalisatrice. Bonjour Anne-Laure, comment vas-tu ? Bonjour Nicolas, je vais très bien, je te remercie. Alors je mets juste le micro, voilà, forcément. Ouais, ça va ? Ça va. Ouais. Un peu enrhumé, un peu fatigué, mais ouais. voilà, on avait un docteur tout à l'heure, on aurait dû demander une ordonnance. Voilà, non mais je m'excuse parce que je risque d'être un peu la gorge prise, mais pas de problème. ravi d'être à tes côtés. Merci beaucoup, merci de me faire l'amitié de venir ce matin. Je voulais forcément qu'on t'appelle, c'est pour avoir eu des infos sur la guerre en Ukraine, pour nous dire un peu ce qui se passe. On a quand même pas mal d'infos. On n'en parle plus trop là, concrètement. Est-ce que c'est une impression ou toi tu t'en rends compte aussi ou pas ? Dans les médias, alors on n'en parle plus trop. Enfin, c'est-à-dire que là, on se rend compte que depuis le déclenchement, le 24 février, de la guerre en Ukraine, le monde a lentement mais sûrement basculé dans un éclatement dont il est encore difficile de mesurer les enjeux, les alliances, etc. Tout est extrêmement trouble. Ça s'est retroublé. D'ailleurs, ces alliances qu'on avait vues éclore avec les BRICS, depuis le 7 octobre. Donc, on n'en parle plus, mais moi, je pense qu'on n'en parle plus parce qu'il y a une crainte. On voit que tous les conflits gelés sont en train de se dégeler. On a eu, depuis le 24 février, plusieurs guerres terribles dont on a peu parlé, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, Israël-Palestine, là on en parle énormément, mais ça serait intéressant de revenir également là-dessus, les putschs en Afrique, la guerre en Ukraine, enfin tu vois bien Nicolas, que c'est pas qu'on n'en parle plus, c'est que l'actualité explose. Donc, de quelle guerre on doit parler ? Et là, encore une fois, comme tu le sais, on parle des guerres médiatisées, mais on ne parle pas des autres. Le Yémen, on n'en parle plus, la RDC, on n'en parle pas, etc. Donc, il se passe beaucoup de choses. Donc, pourquoi on n'en parle pas ? Il y a d'autres facteurs de réponse, bien sûr. Malheureusement, parce que c'est une tragédie, on en est à un nombre de morts, de pertes, d'amputés extrêmement important, et comme tu le sais, dans les guerres, on n'a pas de chiffres précis, on mettra une dizaine d'années à les avoir, à minima, mais on n'est pas loin de 500 000 dans les deux camps, fourchette haute, ce qui est énorme, et on se rend compte, malheureusement ou heureusement, moi je ne suis pas là pour juger, cette contre-offensive qui a peut-être été faite à la hâte. Maintenant, on entend certaines personnes sur des plateaux s'interroger sur sa réussite. Surtout, est-ce que c'était le bon moment ? Est-ce que l'Ukraine était suffisamment armée ou pas ? Est-ce que l'Ukraine était prête ? Visiblement, ce n'est pas le cas. On peut parler aujourd'hui d'un échec. Cet échec, il avait été annoncé par certains analystes dès le départ. Visiblement, c'était pas très... C'était plutôt simple de constater que ce serait très difficile pour l'Ukraine, et on en reviendra éternellement, malheureusement, à un grand regret qui est, c'est pour parler de mars 2022, où on pouvait encore essayer, alors je n'ai pas de garantie évidemment, et ça n'engage que moi, c'est mon point de vue, mais essayer de stopper cette guerre. On avait encore l'Ukraine et la Russie face à face, qui auraient été capables, c'est une hypothèse, de négocier. Peut-être que nous n'en serions pas là. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, Nicolas, et qui est finalement tragique ? On en est toujours aux oblasts du Donbass. On a tous ces morts là, je ne dirais pas pour rien, mais qui auraient pu être certainement réglés, non pas depuis 2014, et même désormais depuis 91, parce que à quoi on assiste aujourd'hui ? À un grand basculement du monde de tous les conflits qui n'ont pas été réglés depuis 91, depuis la chute du mur, depuis l'éclatement de l'URSS. Et donc reviennent là un monde qui finalement s'était cru sorti de l'histoire, terminer les guerres, la démocratie américaine se serait imposée mondialement, mais quelle désillusion. La Pax Americana, Oui, mais il n'y a pas de paix. Et puis, et d'ailleurs, ça a été extrêmement
présomptueux déjà, mais surtout une méconnaissance totale de l'histoire, parce que citez-moi une période où il n'y a pas eu de guerre sur 50, 60 ans, ça n'a jamais existé dans l'histoire. Donc on nous a vendu un monde qui n'existait pas. Aujourd'hui, eh bien, les médias, les analystes et surtout l'opinion publique est totalement désorientée. On n'avait pas l'habitude de se replonger dans le réel, un réel tragique. On voit bien que ce qui a été écrit en post-45, les institutions, etc., ne fonctionnent plus. On n'a pas réussi à empêcher tout ce qui se passe. Aucune guerre qui a été menée depuis 45 a mené à une sorte de résolution que nous pourrions définir comme une victoire. Aucune guerre qui a été menée ne s'est bien terminée. Tout a été chaotique. L'Irak, la Libye, etc. Qu'est-ce qui s'est bien terminé depuis 45 ? Alors moi, de façon idéaliste, j'ai envie de te dire, eh bien, on se rend compte que finalement, tout ça ne mène à rien. Il nous faut des institutions fortes. Il faut que tout le monde se mette autour d'une table, l'Occident et les autres. Tout le monde. Et cesser de chaque camp d'être arrogant, parce que tout le monde a été arrogant. Et dans ce grand jeu-là que toutes les nations se mènent, tout le monde a perdu. Tout le monde. Les Occidentaux, le Sud global, comme on dit aujourd'hui par simplisme, les Russes, les Ukrainiens, Israël, Palestine, tout le monde a perdu. Les Arméniens, les Azerbaïdjanais, parce que tout se réveille. Tout se réveille. Et c'est une question que j'ai envie de te poser, c'est quand on voit notamment le rôle de l'Union européenne, et notamment par l'impératrice bleue et jeune Ursula von der Leyen, elle est allée en Ukraine, elle continue à parler de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, elle va au Proche-Orient d'Israël, ça a été encore plus catastrophique. Finalement, Anne-Laure, j'ai vu te poser la question, est-ce qu'aussi le niveau intellectuel de cette élite-là de gens à l'Union européenne ne participe pas aussi à ces conflits qui sont de plus en plus violents et où il n'y a pas de consensus de paix ou de convention pour la paix, comme nous l'a organisé cette semaine Emmanuel Macron d'ailleurs? Alors, moi, le sentiment que j'ai, c'est que tout est fait à la va-vite. En réalité, c'est improvisé. Alors, c'est très grave d'improviser sur des conflits qui sont capables d'embraser le monde. Là, je pense au déplacement de von der Leyen en Israël, sans un mot pour les Palestiniens. Ce qui s'est passé, je l'ai dit sur Twitter, le 7 octobre est inacceptable. Inacceptable. Moi, j'ai vu les images bien avant qu'on en parle là aujourd'hui. Je les ai regardées, je les ai enregistrées, je les ai analysées. C'est de la barbarie. C'est un scandale. Bref, il n'empêche que depuis 93-2023, où sont les Yitzhak Rabin et Yasser Arafat ? Alors là, on assiste, pardonnez-moi, c'est très violent ce que je vais te dire, mais un peu au bal des faux culs, tout le monde s'indigne, etc. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour la création de deux États depuis l'assassinat de Rabin ? Qu'est-ce qu'on a fait ? On ne va pas rentrer dans des discussions, on sait très bien qui finance le Hamas. On va pas revenir là-dessus. Alors moi, je vais pas faire du deux poids deux mesures, c'est très alarmant aujourd'hui. Ce que j'ai vu, j'ai vu l'horreur. J'ai vu la même horreur d'ailleurs que ce que j'ai pu voir en Arménie. Alors là, fois 10, mais en termes d'individus impactés. Mais ces images d'une violence inouïe, quand en 2020, je les sors, personne n'en parle. C'est très bizarre, vous voyez. Enfin, tu vois, on assiste quand même les analystes sont déboussolés. Pourquoi parler de ça, ne pas en parler ? On ne comprend plus rien, c'est illisible. Alors maintenant, il faut tout arrêter, c'est un peu trop tard, tout s'enflamme. Moi, je ne crois pas au troisième guerre mondiale là, qui va affluer. En revanche, je pense que on va assister à la multiplication de micro-conflits gelés qui vont se dégeler. On ne saura plus où mettre la tête. Tous les coins du globe vont être impactés, avec certainement des accès aux ressources limités dans une guerre d'État entre États, guerre économique qui a commencé depuis bien longtemps et qui va s'accentuer. Donc tout ça est très perturbant, mais ça couvait. Qu'est-ce qu'on a fait encore une fois ? Ça couvait depuis Israël 93, l'Ukraine, 2014 à minima. Enfin, depuis 91, on se rend bien compte que rien n'avait été réfléchi correctement. Donc, on assiste tout simplement au retour du réel. Mais alors, pardon, pour répondre à ta question, eh bien oui, von der Leyen se rend en Israël, pas un mot pour les Palestiniens, c'est mettre de l'huile sur le feu quand on sait que c'est une question ultra sensible en Europe.
etc., et ne pas y penser. Déjà, est-ce qu'elle parle au nom de l'Europe, des Européens, au nom de qui, au nom de quoi? Et sur quel mandat? Voilà, donc on voit bien qu'on est paumé. Donc il va falloir se réinventer et vite. Alors moi, je veux rester optimiste là. Pour le coup, il faut rapidement se réinventer, mais ces prises de position publiques ne font aucun sens. Et d'ailleurs, on voit bien que elle n'est pas suivie par l'opinion publique. Regardez les manifestations qu'il y a dans les rues partout. Alors, je voudrais qu'on revienne sur la guerre en Ukraine, parce que j'aimerais savoir quelle est ton analyse en ce moment, ce qui se passe. On lit ça et là que les Américains sont en train de lâcher Zelensky. On a des affaires de corruption qui commencent à remonter de plus en plus. Finalement, où on en est là-bas concrètement? Est-ce que véritablement, selon toi, les Américains sont en train de lâcher Zelensky? Je pense que tout le monde est très ennuyé, parce que là, aujourd'hui, on assiste à un gel de la ligne de front qui est extrêmement un gel mortifère. Les Américains, je pense que tout le monde s'est trompé, les Américains, les Européens, les Russes, tout le monde s'est dit ça va aller vite. Je crois qu'il y a eu beaucoup pardonnez-moi, mais d'incompétence de service, et ça de façon internationale. Tout le monde était persuadé qu'on allait abattre et faire tomber l'économie russe et l'armée russe très facilement. Ça n'a pas été le cas. Les Russes, pour le coup, eux, étaient persuadés de pouvoir renverser le gouvernement de Kiev. Ça n'a pas été le cas. Donc on assiste finalement, c'est ce que je t'ai dit en préambule, à tout le monde a perdu, aussi bien l'OTAN, les Occidentaux que les Russes, qui ont fait les frais, les Ukrainiens. Donc qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine? On voit bien en tout cas que l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN par Biden a été remise en question. Or, l'entrée dans l'Union européenne est plébiscitée par von der Leyen. Alors, on n'entre pas dans l'OTAN, mais on rentre dans l'UE. C'est une autre question. Ça, on pourrait y revenir si tu le souhaites. Les Américains, c'est plutôt l'annonce des Ukrainiens eux-mêmes qui semblent aujourd'hui, hormis le président, être un petit peu dans le doute de l'efficacité de cette contre-offensive. On sent aussi un grand regret sur l'absence peut-être d'aide militaire qui auraient été promis et qui n'ont pas été reçus par l'armée ukrainienne. Je ne pense pas que les Américains vont lâcher les Ukrainiens, mais ils vont surtout ne plus les aider pour qu'un conflit se développe davantage. On va rentrer petit à petit dans quelque chose qui est extrêmement choquant pour tout le monde en regard du nombre de morts, mais peut-être dans des négociations diplomatiques pour trouver un accord. Alors ça va tirer encore, mais les Américains là vont tenter de négocier. Alors, est-ce que les Russes vont accepter? Personne ne peut le savoir. Mais les élections américaines jettent quand même un froid. Oui, parce qu'il y a ça aussi. Il faut prendre ça en compte aussi. Est-ce qu'il faut prendre en compte le problème de l'Ukraine? C'est qu'elle fait les frais de l'actualité et de tous ces conflits qui sont en train de poindre. Elle fait les frais de l'aide qui sera accordée à Israël. Elle fait les frais également du conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Elle fait les frais de l'inflation. Elle fait les frais de l'opinion publique américaine qui ne comprend pas cette guerre. Elle fait les frais de la communauté dite non internationale, ces pays du Sud global qui n'ont pas suivi les sanctions, qui n'ont pas voulu choisir de camp. Ça, c'est nouveau également. Il faut faire une rétro-analyse de tout ce qui s'est passé. Elle fait les frais finalement de l'appui de l'Occident et du désintérêt, et ça n'a pas été suffisamment pensé, du désintérêt du reste du monde, je pense, de l'Asie et de l'Amérique latine et du continent africain. Beaucoup ont catégorisé cette guerre comme une guerre d'occidentaux, de blancs. Donc elle fait les frais finalement de ce changement du monde. On n'intéresse plus autant qu'avant. Alors on nous dit, écoutez, débrouillez-vous avec vos sanctions, avec vos budgets, nous ne voulons pas choisir. Et on est dans un système là de mondial qui se réinvente
et qui se cherchent, qui tâtonnent. Mais en tout cas, une seule chose est sûre, c'est qu'on a maintenant des pays qu'on qualifie de Sud global qui refusent de choisir entre un camp et un autre et qui veulent pouvoir mener leur barque comme bon le semble. Et ça, c'est nouveau. Ouais, parce que c'est dû aussi à la perte d'influence incroyable des États-Unis. Les États-Unis qui, à un moment donné, chapeautaient ce monde, et aujourd'hui, c'est plus le cas. On le voit avec la dédollarisation, on le voit avec les BRICS, on le voit avec des gens qui leur disent « Mais non, merde, je suis désolé, mais c'est merde. » Ah ben oui, oui. On voit que, en tout cas, les États-Unis inquiètent moins qu'avant. Ouais. Voilà, inquiètent moins qu'avant. Est-ce que ce qui s'est passé en Israël aurait été possible il y a quelques années? J'en doute. Là, on voit bien que tout le monde se regarde en chien de faïence et se teste. Hein, il y a quand même un petit bras de fer et un test de puissance par conflit interposé. Oui. Bon. Oui, alors parce que je veux qu'on continue à revenir sur les Américains, parce que ça fait par rapport à l'Ukraine et la Russie, il y a eu apparemment ce refus des républicains à la Chambre des représentants à Washington de verser une nouvelle aide financière de 50 milliards d'euros à Zelensky, alors que le Parlement européen, lui, en octobre, a voté une aide supplémentaire. Donc on continue finalement, et l'Union européenne avec les deniers publics, parce qu'il faut toujours rappeler que l'Union européenne ne se finance pas toute seule. C'est nous qui abondons au petit pot qu'on nous tend comme ça en permanence. Notamment la France, c'est près de 30 milliards par an, il ne faut jamais l'oublier. Donc il y a quand même un déséquilibre forcené avec cette Union européenne, on en a parlé d'Ursula von der Leyen, qui continue à abonder l'Ukraine, et qui continue d'ailleurs, Charles Michel, hier était chez nos confrères de Télématin, et a continué à parler notamment de son adhésion à l'Union européenne. Enfin, eux, ils n'ont absolument pas bougé d'un iota. Ils sont toujours sur cette même stratégie. Encore faut-il savoir s'il y a une diplomatie européenne. Moi, j'en doute, mais bon, peu importe. Oui, ça cafouille, mais surtout, ce qui est étonnant, c'est que les vraies questions que pose l'entrée dans l'UE de l'Ukraine n'ont pas été posées encore clairement. Est-ce que ça va avantager les agriculteurs français? Il faut savoir que l'Ukraine, c'est un espace d'agriculture énorme, donc il va y avoir ensuite des partages d'aides et des rétributions avec la PAC qui devront être repensées. On sent déjà que ça pose quand même un petit problème. Actuellement, à la frontière polonaise, il y a non pas des grèves, mais en tout cas comment être clair, des camionneurs, des agriculteurs qui sont très en colère des accords avantageux passés avec l'Ukraine. Donc, ça se passe pas très bien entre les Ukrainiens et les Polonais aujourd'hui. Est-ce que, deuxième question qui se pose, hormis ça a été le cas pour Chypre, mais faire entrer un pays qui est en guerre dans l'Union européenne, ça va être un coût énorme. Qui va payer la reconstruction? Donc, moi, vous voyez, j'essaie juste de voir, ok, on fait rentrer l'Ukraine dans l'UE. Qui reconstruit? Qui démine? Quid des aides? Quid de l'entente, des prises de décision, etc. Dans un moment où on voit bien que c'est urgent de retrouver une homogénéité, une densité et un cap pour l'UE à travers le monde qui se reconstruit, faire rentrer un pays où il y a un choc psychologique évident, avec énormément et qui s'est vidé de sa population du reste, donc c'est très compliqué, avec, osons le dire tout de même, une corruption qui n'a toujours pas été régulée correctement. Je vous rappelle tout de même que jusqu'en 2022, l'Ukraine était tout de même pointée du doigt, donc tout ça est très troublant, et ces questions, elles restent sans réponse. Et ça donne le sentiment d'improvisation. Vous voyez, un peu comme un canard sans tête. On prend des décisions, comme ça, on va en Israël, mais on ne parle pas des Palestiniens. L'OTAN refuse l'UE, mais on ne se pose pas les vraies questions. Le coût de l'entrée d'un pays comme celui-ci dans l'UE pour les travailleurs, mais également pour les bref, pardon. Il y aura du dumping social, forcément, puisque l'Ukraine, ce ne sera même pas les salaires ici. Mais alors, juste avant qu'on termine cet entretien, et je te remercie d'être là à mon micro ce matin, et l'équipe de Toxin Media, tu voulais nous parler, je trouve que c'est intéressant de terminer là-dessus, sur l'UE et l'OTAN. L'Ukraine qui serait proche d'une adhésion à l'UE ou proche, je ne sais pas ce que tu entends proche, et de l'OTAN, non. Comment tu l'analyses, toi ?
Bon, déjà, il faut prendre le cas de la Turquie pour l'UE. Donc, on va y revenir. Ouais. On parle, mais est-ce que c'est pas pour aussi rassurer les Ukrainiens? L'opinion publique, c'est terrible, mais c'est l'information. Donc, il faut maintenant donner des gages d'engagement envers l'Ukraine. Militairement, il y a tout de même un échec. Maintenant, politiquement, est-ce qu'on essaie de sauver la mise? Bon. Ça, c'est ma première analyse concernant l'UE. L'OTAN, vous savez, les Américains savent être extrêmement autarciques quand il le faut, et nationalistes. Et là, on assiste tout de même au retour des nations en force. Bon, peut-être qu'ils ont un peu plus de réalisme. Voilà, mais encore une fois, ce n'est pas sur leur continent. Alors, vous savez, c'est très difficile de répondre à ta question, mais la seule chose qu'on peut dire, c'est qu'on hérite d'une patate chaude. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant de cette Ukraine en feu, minée, détruite, avec l'impossibilité aujourd'hui de mettre les belligérants face à face, et on comprend pourquoi. 500 000 pertes a priori. Ouais, c'est qui va payer la note finalement? Qui paye? Ouais, c'est qui paye la note? Et après, on va où? On fait quoi? Non, mais c'est une vraie question. C'est une vraie question et je ne suis pas convaincu qu'aujourd'hui, notamment au sein de l'Union européenne, ils aient bien réfléchi à tout ça, si ce n'est de sauter sur la chaise comme des cabris en disant l'Ukraine, l'Ukraine, l'Ukraine. Et on voit encore que Charles Michel fait des déclarations qui vont dans ce sens. Merci Anne-Laure Bonnel d'être venue jusqu'à nous. Merci, tes journalistes, reporters, réalisatrices. On te remercie pour ton franc-parler. On te remercie de la confiance que tu nous fais, d'avoir réagi ce matin, d'avoir expliqué surtout cette guerre en Ukraine. Merci beaucoup Anne-Laure. On te souhaite une excellente journée et un excellent week-end.